Et bonjour Internet. J'ai réussi à caser mon arrivée pile sur la fin de la chanson. Si la musique est trop forte, n'hésitez pas à me le dire. J'ai trouvé qu'elle était trop forte sur le dernier live. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pourquoi on se retrouve? Comme chaque début de mois, on débrief l'actualité de King du mois dernier. Donc de là, on est le 5 février 2023, il est 17h pile, je suis à l'heure. Donc on va parler de tout ce qui s'est passé au mois de janvier. Ceci sera également en ligne sur YouTube. Et ensuite, on fait quoi? On fait Alan Wake. Coucou Enardan, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Après, on fait Alan Wake. J'y vais un peu à reculons, je vous cache pas, parce que comme on disait la dernière fois, en fait, on tourne un peu en boucle là-dessus, parce qu'on fait toujours la même chose, c'est-à-dire tuer des ombres dans des bois avec une citation de King toutes les 10 minutes. Pourquoi pas, de toute façon, il faut le terminer. Et voilà, ça sera moins long que le dernier live Actu de King, parce que le dernier, on avait récapitulé toute l'actu de 2022 et on avait parlé aussi de tout ce qu'on attend en 2023. Là, ça va être plus rapide. On a eu pas mal d'actu, surtout sur les adaptations cette semaine. Genre hier, j'ai fait 3 articles rien que sur les adaptations. Donc on va avoir des choses à dire et si vous avez des questions, on est là pour en discuter. Je vais changer ceci. Pour la musique, vous me dites hein, si c'est trop fort. Et normalement, l'écran se modifie. On est là. Alors, King en janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Mine de rien, on me dit toujours, est-ce que tu as vraiment des choses à dire? Oui, il y a des choses à dire. Il y a une gazette qui sort demain avec peu ou prou ce dont je vais vous parler là. Il y a 8 minutes de gazette. Donc on a des choses à dire. La première chose à dire, c'est la parution de Contes de fées, qui est donc la traduction de Fairy Tail, qui est le dernier roman que King a publié en anglais. En français, elle a été repoussée de 2 semaines. Donc ça sort chez Albin Michel. Hein. Albin Michel, c'est l'éditeur français de King. C'est chez eux que ça sort toujours en premier, sauf formats spéciaux type Gwendy et la boîte à boutons qui sort directement en poche. Là, ce coup-ci, Contes de fées, un gros roman de fantasy qui est sorti en septembre dernier, le 6 septembre, quelque chose comme ça, en 2022. Il sort en français au mois d'avril, le 12 avril 2023. C'est un gros roman. En VO, il faisait 600 pages. En VF, je crois pas qu'on ait encore le nombre de pages de la VF. On va aller voir ça. On va aller voir peut-être que... Qui va le mettre? Est-ce que Amazon va mettre le nombre de pages? Alors, on n'a pas encore la couverture, mais normalement, la couverture, elle reprend une des deux, je sais plus laquelle. Honnêtement, je sais plus s'ils reprennent la version... Non, ils reprennent la version américaine. Donc, ça va être cette couverture-là. La couverture de gauche. A priori, c'est ce que fait maintenant Albin Michel. Je pense que les droits sont signés comme ça. Et que eux, ça leur coûte moins cher en termes de droits de... Enfin, déjà, ils payent pas des gens pour créer l'image. Ils payent juste le droit de la réutiliser. Donc, à mon avis, ça les arrange aussi. 505 grammes. Ça nous dit pas tout à fait le nombre de pages. Je vous conseille, une fois de plus, si vous lisez, je le dis à chaque fois, je sais c'est terrible, Albin Michel, si vous m'écoutez, je suis désolée, mais il faut qu'on en discute, hein, du budget que vous consacrez à la traduction, mais les traductions sont vraiment pas très bonnes, donc si vous pouvez lire en anglais, lisez en anglais. Sinon, ça fait le job en français, mais c'est un peu fréquent. Donc, Fairy Tail, en français, 12 avril 2023. Et puisqu'on parle des parutions en anglais, on a eu l'officialisation de la parution de ceci, qui s'appelle Holly, qui est le prochain roman de Stephen King. Et dis donc, j'avais pas vu. Alors, j'avais vu l'ombre, j'avais vu la silhouette qui était là. Je suis pas sûre que j'avais vu la silhouette qui était dans la cave. Ça, c'est dans le résumé. Holly, on le savait, King en avait parlé depuis un moment. Sa détective Holly Gibney, qu'on retrouve dans la trilogie Mister Mercedes, dans L'Outsider, puis dans Si ça saigne, la nouvelle. Parce qu'il y a Si ça saigne, le recueil. Dedans, il y a 4 histoires. Et il y en a une qui s'appelle Si ça saigne. Donc, Holly Gibney est également dedans. Et là, c'est donc la 6e histoire avec Holly, qui sera publiée en anglais le 5 septembre. On a tout eu. Maintenant, il fait ça, on a tout d'un coup. On a le titre, c'est Holly. On sait que ça parle d'Holly Gibney, ça on le savait depuis longtemps. Et on a la date. On a une couverture aussi, que moi j'aime beaucoup. Les couvertures américaines sont vraiment chouettes, donc c'est Simon & Schuster. Ouais, la couve est vraiment belle. Je trouve aussi, j'adore ces couleurs. Ça me fait penser... Alors on va... Non, je vais pas en reparler parce que c'est sorti, mais en fait... Si je vais chercher la couverture de après... ouais, en fait, non, c'est pas vraiment la même couleur.
Hmm. Moi, j'aime beaucoup la couverture de Après en poche. Mais alors là, c'est rouleau parce que, en fait, vous savez quoi? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'adore ces couleurs-là. Je trouve que ça va très bien avec King d'avoir des couleurs un peu sombres comme ça. Bon, après, c'est facile à dire, hein, évidemment, mais alors, hip, hip, hip. Je suis sûre que si je les mets là. Voilà. Moi, j'aime bien. Ça me fait un peu penser à ça. Oli est un peu plus sombre. Un peu plus sombre, mais j'aime bien ces ambiances-là pour les couves de King. Ça fait aussi penser... Non, en vrai, ça fait surtout penser à l'Institut. L'Institut, vous l'avez toujours en tête ou pas? Il est là. Non, en vrai, ça fait penser à l'Institut. Donc ça, comme je disais, hein, cette couverture-là, c'est la reprise de la couverture américaine. C'est pas une couverture qui est faite spécialement pour la France. Ouais, on est vraiment dans le même mood. Et c'est cool. C'est archi cool. Oli, le résumé. Normalement, je l'ai. C'est ça, la présentation officielle. Salut Hugo. Je vais vous lire la présentation officielle. Je l'ai plus en tête exactement et surtout je veux pas spoiler. Enfin, la présentation, peu importe. Le résumé, c'est quand même lorsque Penny Dahl appelle l'agence de détectives Finders Keepers. Alors Finders Keepers, c'est l'agence de détectives qui est créée dans la trilogie Villages, dans Carnet Noir, je crois, dans le 2e tome. Donc l'agence de détective Finders Keepers pour qu'elle l'aide à retrouver sa fille disparue. Oli hésite à accepter l'affaire. Son partenaire Pete a le Covid. Ça on le savait. King il voulait mettre le roman en plein dans le présent et il avait dit que vu qu'il y a eu le Covid dans la vraie vie, il y aura le Covid aussi dans ces histoires. C'est pas la première histoire qui y fait référence. Hein. Sa mère, très compliquée, vient de mourir et Oli est censé être en congé, mais quelque chose dans la voix désespérée de Penny Dahl fait qu'il est impossible pour Oli de la rejeter. À quelques rues de l'endroit où Bonnie Dahl a disparu, vivent les professeurs Rodney et Emily Harris. Ils sont l'image de la respectabilité bourgeoise, octogénaires mariés, dévoués l'un à l'autre et semi-retraités universitaires à vie. Mais ils abritent un secret inavouable dans le sous-sol de leur maison bien entretenue et tapissée de livres, un secret qui pourrait être lié à la disparition de Bonnie. Il s'avérera presque impossible de découvrir ce qu'ils manigancent, ils sont avisés, patients et impitoyables. Alors on est vraiment sur des persos très kingiens, et on voit en fait du coup là, qu'il se passe un truc dans le sous-sol et qu'il y a potentiellement Bonnie. Hein, alors King, il fait pas de personnage non-binaire, hein, donc on peut partir du principe que Bonnie est une femme, et que là, c'est une femme qu'on voit. Donc voilà, ça sort le 5 septembre en anglais. En général, pour la VF, il faut compter 8 à 10 mois. Je dirais, là, on est plus sur 8, sachant que quand Albin Michel communique sur 8 mois, dans les mois qui précèdent la publication, ils ont tendance à repousser de 2 semaines à mois aussi, en fonction de comment ça se cale avec les autres parutions, hein, plus que pour des délais de traduction. C'est vraiment de se dire, ok, c'est pas le meilleur moment pour le sortir en termes de marketing, et du coup, ils font ça. Sur les adaptations, il y a pas mal de choses qui ont bougé cette semaine. On a eu déjà la première... Enfin, il y a eu des infos avant d'avoir la bande-annonce de The Boogeyman. Ça, c'est une affiche faite par des fans. Hein. N'y prêtez pas attention. On a eu une vraie affiche entre-temps, je vous la montre tout à l'heure. À la base, The Boogeyman, qui est l'adaptation en film de la nouvelle Le Croque-Mitaine, qui est parue dans le recueil Danse Macabre, c'était fait par Hulu, pour Hulu, donc ça devait être un film voué à être diffusé sur une plateforme de streaming. Ça a changé en milieu de mois, le 22 janvier, on a eu l'info. Finalement, le film, écrit par Scott Beck et Brian Woods, qui ont les scénaristes de Sans un bruit, qui est un très très bon film, hein, que je conseille à tout le monde, et finalement modifié, enfin le film n'est pas modifié, mais sa diffusion est modifiée finalement. Ça sortira au cinéma, et ça sortira au cinéma le 31 mai en France et le 2 juin aux États-Unis. On n'a pas la même date. C'est souvent comme ça, parce que nous, les sorties françaises, elles se font le mercredi, et aux États-Unis, les sorties se font le vendredi. Enfin, je crois... Alors nous, c'est strictement le mercredi. Je crois qu'aux États-Unis, ça peut être le mercredi ou le vendredi. Et là, il se trouve que ça sort le vendredi. En général, quand c'est comme ça sort en France avant. Donc, on l'aura en France avant de l'avoir aux États-Unis. Et surtout, ce qu'on a eu, c'est l'affiche. Alors, attendez. On a eu une affiche et on a eu une bande-annonce. Alors, l'affiche, qui est cool, hein, qui est archi simple.
qui est cool, avec Ne le laissez pas sortir, là on comprend qu'il parle du croque-mitaine. Oh oui, coucou Books of Swirley, bienvenue, merci pour le follow. On est en train de parler du croque-mitaine, l'adaptation de la nouvelle, et la bande-annonce. Alors, moi je dois vous dire, depuis toute petite j'ai peur du noir, et j'ai notamment peur du noir... Alors chez moi, non, pas trop. Quand bien même, quand il fait nuit, je ne vais pas sortir de mon lit sans allumer la lumière. Je ne vais jamais regarder sous mon lit parce que j'ai pas envie de trigger des choses. Et chez moi, quand je dors dans ma chambre, tout est fermé. Les portes de mon placard sont fermées, la porte de ma salle de bain fermée, la porte de mon couloir à ma chambre fermée. Voilà, c'est un truc depuis toute petite. Je suis pas très très à l'aise dans le noir. Je dors dans le noir, c'est pas le sujet, mais quand même. Et là, en fait. The Boogeyman. Je mets pas le son parce que je pense qu'avec le son, je vais me faire strike le replay de YouTube, donc je mets pas le son. Il y a une version sous-titrée en français qui est sortie chez Warner. Oui, chez Warner, je dis pas de bêtises. En fait, là, ça trigger complètement... Enfin, c'est l'histoire du croque-mitaine. C'est vraiment une petite fille qui a quelque chose soit sous son lit, soit dans son placard. Là, au début, c'est dans le placard, et dans la bande-annonce, on comprend qu'elle glisse sous son lit, quoi. Donc moi, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Je sais que j'irai le voir au ciné. Pour peu qu'il y ait une avant-première, j'irai à l'avant-première. Potentiellement, je dors pas pendant 2 semaines. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, c'est la vie de Stephen King France, on se sacrifie. En vrai, il a l'air très bien. Évidemment, vu qu'il part d'une nouvelle... Oh là, alors ça c'est typiquement... Regarder sous lit, c'est pas possible. Vu qu'il part d'une nouvelle qui est pas très longue, j'ai plus le nombre de pages en tête, forcément, il va inventer, ou il va étirer des concepts. En vrai, peu importe, tant qu'il respecte la trame principale et le message de King, sachant qu'il n'y a pas non plus un message de taré dans cette histoire-là, hein. C'est vraiment une histoire, comme beaucoup de nouvelles, c'est un truc simple et efficace d'horreur qui va aller trigger des choses très spécifiques. Il a l'air vraiment très efficace. Parce que je pense que c'est pas super compliqué de faire juste une créature dans le noir. Après, il faut voir comment il l'explique en fait, quelle histoire ils arrivent à lui donner. Et moi j'ai très hâte de voir s'ils vont s'amuser à connecter cette histoire avec le reste du Kingverse et s'amuser à faire des liens avec le reste des monstres de King, parce que des monstres chez King il y en a plein, et des monstres qui lurquent dans le noir ou des monstres qui se cachent dans les brumes, il y en a un paquet. Donc il y a beaucoup de choses à faire là-dessus si on veut s'amuser un peu avec le multivers de King. Côté adaptation, la grosse nouvelle qui est tombée aussi hier, c'est le film Billy Summers. Alors, on savait que J.J. Abrams, avec sa société Bad Robot, avait pris les droits d'adaptation de Billy Summers avant même que Billy Summers ne paraisse en français. Donc, c'est-à-dire que King, hein, comme souvent, des fois, il a des options pour des adaptations qui sont prises avant que ce soit publié en anglais. Des fois, c'est publié en anglais et direct, il y a des options qui sont prises avant que nous, on l'ait en français. Sachant que ça prend quand même 8 mois, donc ils ont le temps d'optionner les droits. À la base, J.J. Abrams il avait prévu de faire une série, et on a appris hier que finalement, ça sera un film. Coucou LYC, merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Ah, tu regardes sans le son? Ah ouais, tu regardes. Bon, après, ce sera en replay, donc c'est ok. Et donc, il va en faire un film, et on a appris par le même coup que rejoignait dans la boucle de la production Leonardo DiCaprio, qui a une société de production qui s'appelle... Je l'ai noté quelque part. Je sais, je l'ai noté, c'était hier. Appian Way. Voilà, c'est sa société de production. Et qu'il est envisagé que Leonardo DiCaprio interprète le rôle principal si jamais le projet est porté à bien. Donc à mon avis, ça veut dire aussi s'ils ont le budget pour. Après, je pense que Abrams, il a de quoi réussir à obtenir des gros budgets. J.J. Abrams, il faut pas oublier, il a déjà adapté du King. Et pour moi, il fait des très bonnes choses. Et il a fait des choses qui sont complètement dans la vague de Billy Summers. Il a fait 22-63, une mini-série, donc une série en une saison, qui adapte vraiment bien, je trouve, le roman de King. Et surtout, J.J. Abrams, c'est lui qui est à l'origine de Castle Rock, une série en 2 saisons qui adapte l'univers de Stephen King en disons, prenant des éléments qui existent et en les remixant entre eux. Il a fait une espèce de gros multivers avec des libertés, des choses fidèles. C'est vraiment
Si vous aimez la méta, regardez les 2 saisons, moi j'ai adoré, c'est incroyable, avec bien sûr plein d'acteurs et d'actrices de l'univers de King, parce que quand on s'amuse à faire des connexions, voilà. Donc Billy Summers, pour l'instant on n'a évidemment pas de date, hein, parce que le projet vient de tomber, DiCaprio vient d'arriver seulement à la prod, je pense qu'ils vont chercher des studios pour le porter à l'écran, parce que ce n'est plus une mini-série, c'est un film. Moi je pense que ça fera un très bon film, je pense que de la même façon que la majeure partie de l'histoire de Billy Summers n'était pas... J'y ai pas été sensible. Le film, je suis pas sûre que j'y serais sensible. Pour autant, Abrams et DiCaprio, ils font des très bonnes choses. DiCaprio, c'est un excellent acteur. Et je pense qu'il est parfait pour un peu la complexité de Billy Summers, au final. Parce que, pour rappeler l'histoire de Billy Summers, c'est un homme qui est tueur à gages, qui s'en sort avec sa conscience en disant « Ok, moi je ne tue que les méchants ». Je mets des guillemets, hein, parce que les méchants, un peu, ça dépend où on met son barème de morale. Et en fait, ce qui veut être sa dernière mission, sa couverture, c'est d'être un auteur. Et il écrit, vu que c'est un vétéran, il écrit ses récits de guerre. Donc on a 2 histoires qui s'imbriquent, lui qui a une mission, et un peu ses souvenirs de lui qui est en train d'écrire. La partie qui est extrêmement intéressante et qui va être très compliquée à retranscrire en film, c'est vraiment toute l'introspection sur les traumatismes qu'il a, mais aussi sur, et là c'est du pur King dans le texte, sur tout le processus d'écriture au final, parce que quand il explique comment il écrit, comment il apprend à écrire, en fait on est vraiment en train de lire King, qui nous dit voilà, moi j'écris comme ça, moi j'ai appris comme ça, et je pense que c'est comme ça qu'on apprend, et c'est la vision de King sur l'écriture. Et ça, c'est beaucoup d'introspection. Ça sera sans doute assez peu présent dans le film, mais je pense qu'il y a du potentiel quand même pour faire un bon film. Autre film qui a fait parler de lui au mois de janvier, et notamment, une fois de plus, je disais, il y a eu plein de trucs hier, donc hier, on est le 5 février pour ceux qui regardent en replay, donc le 4 février, c'est Cimetière et le préquel dont on sait peu de choses. Qu'est-ce qu'on sait de ça ? On sait que là, on a appris que le film sortira au cinéma le 7 octobre. Alors, au cinéma aux États-Unis, le 7 octobre, si je regarde, est-ce que c'est une date Non, alors le 7 octobre, c'est un samedi. Donc, ça veut dire que s'il sort aussi au cinéma en France, il y a de fortes chances que ce soit le 4 octobre, peut-être le 11. En général, ça sort la même semaine, donc ça sort en avance, ça sort le 4. Et on a quelques noms au casting, notamment David Duchovny, on sait qu'il joue dedans. On a 0 image, hein. Là, l'image qui est présente sur le site, c'est une image de l'adaptation de 2019. Et le préquel, ce qu'on sait, c'est que ça va se jouer un peu sur la jeunesse de Judd, pourquoi elle est jamais partie de Ludlow, et un peu, sans doute... alors, on sait qu'il y a des natifs américains en casting, donc du coup, on se dit qu'il va y avoir aussi un focus sur le cimetière indien, son origine, pourquoi il est là, voilà. En gros, on n'en sait rien. On sait que ça va être... Ah mais non, je disais une bêtise, que c'est pas diffusé au cinéma, c'est un film qui est prévu sur Paramount+, mais que, comme The Boogeyman, on n'est pas à l'abri que finalement, la plateforme se dise on va le sortir au cinéma. Il est prévu sur Paramount+, à savoir, en France, qui va récupérer ça. Franchement, on n'y est pas, hein. C'est en octobre, ça a un peu pris son temps. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Il y a très peu d'éléments dans le Kingverse pour se baser sur de l'existant, sur les origines de Cimetière et un peu la jeunesse de Judd Crandall. À voir ce qu'ils vont inventer et si ça tient la route. Moi, j'ai pas de... Ça me gêne pas qu'on s'amuse à inventer des trucs autour d'une histoire de King, tant qu'on garde un peu l'univers, et là, à voir vraiment si ça tient la route. Et en parlant d'inventer sur l'univers de King... Une des sorties quand même qui est le plus attendue, parce que évidemment l'adaptation de ça a fait beaucoup de bruit et a conquis un public assez large. On a quand même cette série, Welcome to Derry, qui est un préquel à ça, dont on entend parler depuis longtemps, parce que derrière c'est HBO Max, qui fait quand même des séries d'une qualité assez remarquable. Et en fait, ils travaillent avec Andrés et Barbara Muschietti, qui sont le frère et la sœur qui nous ont donné en 2017 et 2019 sa chapitre 1 et sa chapitre 2. Depuis plus d'1 an, ils travaillent sur une série préquelle à ça, qui va revenir sur
Alors, les origines de Gripsou, oui et non, qui va revenir sur son arrivée à Derry et pourquoi et pourquoi il est arrivé à Derry. Donc pas les origines antiques de Gripsou en mode Gripsou contre Mathurin, la tour sombre, les espaces Vadash machin et la cosmogonie. A priori c'est pas ce qu'ils vont explorer, donc les lueurs mortes à voir. En fait on n'en sait rien. Il y a un casting qui a débuté et dans ce casting il y avait marqué que c'était pour un début de tournage en avril. Donc le tournage de Welcome to Derry, la série préquelle à ça, débute en avril. À part le pitch de l'histoire que je viens de vous faire, on sait pas trop. Et ce qu'on sait pas, ce qui serait chouette, c'est de savoir si Bill Skarsgård va reprendre son rôle, parce que dans ce qu'on sait, nous, chez King, des débuts de ça à Derry, il a déjà de temps en temps sa forme de clown. Mais après, Pennywise, il prend plusieurs formes, en fait. Il prend la forme qui fait peur aux enfants. Donc, dans le livre, c'est des formes d'oiseaux pour celui qui a peur des oiseaux, c'est une forme de loup-garou pour celui qui a peur des loups-garous. À voir, en fait, s'il réexploite la forme de clown. Honnêtement, vu le nombre de produits dérivés, de choses qu'on a eues autour du clown, oui, mais il faut qu'ils aient Bill Skarsgård, parce que s'ils prennent quelqu'un d'autre, donc Bill Skarsgård, qui est l'acteur qui a incarné Gripsou dans sa chapitre 1 et 2, en fait, ils peuvent pas faire un clown dans Welcome to Derry, qui est de la licence sa chapitre 1 à sa chapitre 2, sans Bill. Clairement. Donc, vu qu'on n'a pas d'infos sur le casting, on verra. De toute façon, le casting est en cours. À mon avis, il y a déjà des noms. On verra ce qui confirme ou ce qui confirme pas. Et on verra aussi ce qu'ils font de l'histoire, parce que c'est quand même très très méta. C'est très très particulier, les origines de Gripsou. Et on sait peu de choses de Derry au final. Donc on verra. Moi, je suis assez curieuse aussi de voir ça. En plus, je trouve que la licence, ça, justement, elle a beaucoup bénéficié à la popularité de King et à ses écrits. Et c'est chouette que ça touche une nouvelle population. Qu'est-ce que je voulais vous... Oui, une chose que j'ai pas mise sur le site, alors attends, je vais fermer ça, que j'ai mise sur Twitter. Alors j'ai pas préparé le lien avant, mais je vais le ressortir. Ah oui, je l'ai mis 2 fois. En fait, vous n'êtes pas sans ignorer, c'est ici, que Mike Flanagan, le grand Mike Flanagan, qui est un des maîtres de l'horreur, entre guillemets, en série actuellement, a acquis les droits d'adaptation de La Tour Sombre. J'en ai parlé déjà en long, en large et en travers, qui devrait faire... alors, soit c'est 2 films suivis par une série de 5 saisons, soit c'est une série de 5 saisons suivie par 2 films, on ne sait pas trop. Il y a eu cette semaine... beaucoup de fans, moi la première, qui se sont un peu excités autour de cette photo, qui est donc une photo de Mike Flanagan avec Pedro Pascal. Pedro Pascal, acteur de The Mandalorian et acteur de la série de HBO. C'est HBO? Est-ce que c'est... Oui, je crois. De HBO en ce moment, The Last of Us. Ils se sont rencontrés et du coup, ça a été un peu l'occasion de se dire, mais est-ce qu'ils se rencontrent dans le cadre du projet d'adaptation de La Tour Sombre? On sait pas. En fait, on sait pas. On sait rien. Parce que ce qu'on sait, c'est que Flanagan, il a les droits d'adaptation. Mais on sait même pas qui va diffuser. Parce que même s'il a une exclue pour les séries avec Amazon, en fait, Amazon ne s'est pas positionné. Le deal pour adapter La Tour Sombre, il a été fait avant son deal avec Amazon. Après avoir terminé son deal avec Netflix, et du coup il est un peu dans un entre-deux où Amazon a déjà fait un pilote avec quelqu'un d'autre il y a plusieurs années de La Tour Sombre, et Amazon a abandonné pour pouvoir faire la série sur le Seigneur des Anneaux. Du coup on sait pas, et en fait, à part le fait que Flanagan a les droits pour faire quelque chose de La Tour Sombre, on sait pas vraiment ce qu'il va faire, ni avec qui. C'est toujours d'actualité le projet de La Tour Sombre. C'est plus que d'actualité. The Last of Us, c'est sur Amazon Prime. Oui, alors en France c'est sur Amazon Prime, mais aux États-Unis, c'est pas Prime, c'est pas une production de Prime. Je sais plus. Pedro Pascal est partout, je valide cette théorie. Alors oui. Oui, parce qu'en plus, Mike Flanagan, quand même, ça fait tellement longtemps qu'il veut adapter La Tour Sombre qu'il s'est toujours un peu amusé à poster des clins d'œil où seul lui comprenait que c'était un truc en lien avec La Tour Sombre, et qui a toujours fait beaucoup théoriser les fans. Et avant même qu'il ait les droits d'adaptation, moi-même j'avais fait un article sur le site, et j'en avais parlé ici, sur les indices qui évoquent que Flanagan est enfin sur le point d'adapter La Tour Sombre.
Donc oui, LYC. Bah, du coup, je dis LYC, c'est terrible. C'est plus que d'actualité parce qu'il a les droits. Il a les droits, on ne sait pas encore avec qui. On espère que c'est Amazon qui va mettre de la thune là-dedans. Il faut mettre beaucoup de thunes là-dedans. Et voilà, et cette photo a un peu fait rêver parce qu'en plus, Pedro Pascal, il a que des rôles d'hommes solitaires qui traversent des contrées désertes avec un enfant qu'il faut sauver. Il y a vraiment un côté tour sombre là-dedans. Pour moi, il fera un très bon Roland. Je regarde The Last of Us, je trouve l'adaptation, j'aime beaucoup cette série, et je trouve que le jeu de Pedro Pascal est extrêmement subtil, extrêmement complexe, et pour être en train de relire La Tour Sombre une troisième fois pour la 19e Palabre, podcast que vous connaissez forcément, je trouve que toute la complexité de Roland, il pourrait complètement être capable de l'incarner. Donc voilà, c'est une théorie complètement gratos, c'est juste parce que quand on est des nerds, on a vraiment que ça à faire, de se dire « Ah mais attendez, Flanagan, il poste jamais des photos pour rien, en fait. » Et on se dit, donc, dans quelle mesure ce serait pas un nouvel indice qui s'amuse, peut-être juste qu'il nous troll, Pas de reconversion de détective privé en vue, Émilie. Ah écoute, non, pas encore. Écoute, je sais pas où vit Flanagan, moi je vais dans le Maine au mois d'octobre. Donc à tout moment, je passe en fait les 2 semaines que je veux passer sur la côte Est dans le Maine à espionner tout ce que je peux espionner. La Tour Sombre en série pourrait toucher de nombreuses personnes qui n'ont pas été sensibles au cycle livresque. Ouais. Go la filature. Oui, alors oui, moi ce qui me fait peur avec La Tour Sombre en série, c'est aussi que le nom La Tour Sombre à l'écran, pour l'instant, il existe via le film. Après, le film est assez vieux pour que les gens l'aient oublié. Donc ça peut être... moi j'ai peur que les gens se disent « Ah ouais, c'est le truc avec Idris Elba et Matthew McConaughey où on n'a rien compris là. Non, ça m'intéresse pas. » Je pense que ça fait assez longtemps pour qu'on puisse reboot complètement la licence La Tour Sombre et en faire un truc chouette. Et je pense vraiment que si quelqu'un doit le faire aujourd'hui, c'est Mike Flanagan. Là, moi, le bémol que je mets sur cette théorie-là qui me plaît, parce que j'adore Pedro Pascal et je pense qu'il ferait un bon Roland, je pense qu'il faut faire La Tour Sombre sans aucun acteur connu. Alors je dis pas qu'il faut pas que ce soit quelqu'un qui a déjà un peu joué, mais il faut pas que ce soit quelqu'un qu'on voit tout le temps en ce moment comme Pedro Pascal. Et ça me brise le cœur de dire ça parce qu'il serait bien, ou alors il faut ou alors une ou deux personnes, mais si on nous fait un cathète qu'avec des gens archi connus, en fait, non, ça sera un Astérix Obélix où on aura juste des gens qui sont contents d'être là et on verra les acteurs et les actrices et on verra pas Roland, on verra pas Eddie, on verra pas Jake, on verra pas Susanna. Au final, le seul personnage qui n'aura pas un acteur connu, c'est Hot, et ça serait beaucoup trop dommage. Donc non, La Tour Sombre, on ne sait pas quand, de toute façon, donc on peut théoriser tant qu'on veut. On ne sait pas. Et enfin, pour terminer avec les adaptations, il y a une adaptation BD qui est en cours. Il y a peu de King en BD, mais c'est très bien. Moi, j'ai en BD King, on a La Tour Sombre, on a Le Fléau, on a des petits one-shots type La Pastorale, et on a Sleeping Beauties. Moi, j'aime beaucoup Sleeping Beauties, qui est en ce moment livre de poche, c'est très bien. Et on a Brian Keane, qui est en train de préparer une adaptation en roman graphique de Gwendy et la boîte à boutons, qui est une novella, un roman assez court de Stephen King et Richard Kismar. Et en fait, il avance dans sa dernière newsletter. Il a dit qu'il avançait et que le projet prenait son temps, mais que son roman graphique de 100 pages était en train d'avancer. Donc on ne sait pas trop quand ça verra le jour. Je pense que c'était pas dans ses priorités, mais il continue à travailler dessus et c'est pas mal au final. C'est plutôt sympa les adaptations au roman graphique. Et je pense que certaines histoires de King s'y prêtent et que typiquement Gwendy et la boîte à boutons s'y prête plutôt bien. J'espère que l'on aura un casting et une histoire inclusive, je pense, mais ça risque de troller à droite, mascu, autre. Ouais, écoute, quand Idris Elba a été casté pour jouer Roland pour le film, King a été obligé de faire un tweet en disant en fait, détendez-vous parce que en fait, si j'avais écrit La Tour Sombre en 2020, ça se trouve que mon personnage principal, il aurait été noir. Et bah, évidemment, en fait, King, il a commencé à l'écrire, il avait 19 ans lui-même, donc il y a 50 ans, et il y a 50 ans, en fait, King, s'il y a peu de noirs dans ses histoires, c'est aussi parce qu'il y a peu de noirs dans le Maine. Donc aujourd'hui, ça, il y fait attention.
il fait attention à représenter des femmes, il fait attention à représenter des personnes de la communauté LGBTQ+. On en a de plus en plus, sans qu'en plus ce soit et regardez, il y a un couple de lesbiennes, ou regardez, il y a un couple de lesbiennes, c'est complètement inclus dans la trame de l'histoire, dans le scénario. C'est un élément comme un autre, il en fait pas des caisses. Et ouais. En fait, il y a eu un projet d'adaptation de Marche ou Crève à un moment donné, en le faisant avec des filles. Et vu que c'était une femme qui était à l'origine de ce projet, elle s'est fait déglinguer. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, des gens qui vont venir faire ouin les woke, il y en aura toujours. Donc faut pas que ça arrête. Après, pour La Tour Sombre, alors plus de personnes de couleur, je suis d'accord. Quand bien même Susanna, il y a quand même un truc où en un personnage, King, il a mis une femme noire handicapée. Alors après, on dit ce qu'on veut du fait de tout charger sur le même personnage. Après, c'est la seule. De mémoire, c'est quand même la seule noire. Moi, je suis OK. Je pense pas qu'il y ait besoin de mettre plus de femmes. Je pense qu'on peut... En fait, ça dépend si on change la timeline. On peut mettre des personnes non-binaires. En vrai, ça serait cool. Sans s'en faire une fois de plus toute une caisse, parce que c'est pas l'histoire du personnage, mais que peu importe si la personne est binaire ou non-binaire. Et après, ouais, des personnes de couleur. Mais des femmes, il y en a déjà, et il n'y a pas besoin de... En tout cas, dans le cas-tête, pour moi, il n'y a pas la nécessité de transformer le genre d'une personne. Et en BD, en effet, il y a N aussi. Et, oui, qui est sorti en français, qui est très cool, N. Et qui, normalement, va devenir un film, une série. Un film ou une série, je sais plus, j'en avais parlé dans un épisode. On a fini sur les adaptations. Dans la catégorie un peu diverse, bientôt sera disponible... On va aller sur sa chaîne Twitch, on va aller voir. J'étais le 15 janvier chez Mimi Hegel, qui est une créatrice de contenu, une maxi nerd de Stephen King aussi, et le 15 janvier sur sa chaîne Twitch, on a parlé de Stephen King, et on a parlé pendant 3 heures de par où commencer Stephen King. En fait, on a refait, bon c'est moi, vous reconnaissez ma tête, on a fait un gros topo de si vous aimez plutôt les histoires d'amour, si vous aimez plutôt la fantasy, si vous voulez vous faire peur, si vous voulez lire quelque chose de long, quelque chose de court, voilà. Ça dure 3 heures, c'est disponible sur sa chaîne Twitch, ça sera disponible en podcast, sur son flux de podcast, quand le 13 février, et ça sera disponible sur sa chaîne YouTube à un moment donné. On a fait ça. Je vais pas m'attarder dessus, hein, parce que parce que j'ai pas besoin de m'attarder dessus. Mais donc ça sera disponible en podcast chez elle, pas chez moi. Et en parlant de podcast, vous connaissez toutes et tous évidemment le roi Steven. Alors, je sais plus quelle est la commande pour le chat, roi Steven. Est-ce que ça marche? Ah non, mais si je mets... Attendez. Est-ce que ça marche ou pas? Oh. Normalement, j'ai une commande. Je vais la voir. Non, je l'ai pas. Tant pis. Le roi Steven. On a sorti donc en janvier et en décembre 2 épisodes consacrés à Mister Mercedes. Intéressant ce thème. J'aime bien conseiller les Kings à mes élèves. Ah oui. Oui, en fait, c'est toujours extrêmement complexe parce que ça dépend si tu lis déjà de base, parce que potentiellement tu lis pas, et donc il faut aller voir ce qui pourrait te plaire en lecture. Si tu veux quelque chose de plutôt long, plutôt court, plutôt fantastique ou pas, plutôt thriller ou pas, plutôt fantasy, plutôt des enfants, pas des enfants, c'est enfin, plus de 60 romans et 200 nouvelles, il y a de quoi faire chez King, donc ouais, si tu as 3 heures, tu peux aller regarder le live, sinon tu pourras écouter en accéléré sur son flux de podcast quand ça sera sorti. Donc le roi Steven, on a sorti 2 épisodes consacrés à Mister Mercedes, et on enregistre là dans la semaine qui vient Carnet Noir avec Jules Camara, qui est une dessinatrice de webcomics et qui est aussi, pour les personnes qui sont sur le Discord de Stephen King France, et là, hop, regardez ça. La modératrice, voilà, c'est une pistolero avec moi. Je suis très contente qu'elle fasse ça avec nous. Donc on est parti là dans la trilogie Beetlejuice. On a fini Mister Mercedes, on va bientôt attaquer Carnet Noir. Et en parlant de podcast, comment ne pas vous parler? Je l'ai mis là. Le premier épisode
On est toujours sur l'actu de janvier, hein, donc ça compte. Le premier épisode de la 19e Palabre est sorti le 19 janvier. La 19e Palabre, c'est quoi ? C'est le podcast que nous avons créé avec mes amis Grand Poil et Zéphiriel sur la Tour Sombre, où on étudie, je sais jamais comment le présenter, on étudie la Tour Sombre, on nerd sur la Tour Sombre, en fait on reprend la Tour Sombre depuis le début. Là, dans ce premier épisode, on s'est occupé de l'intro, de l'avant-propos et de la première partie du Pistolero. Et en fait, on spoil la balle, parce que l'idée, c'est de dire, ok, en fait, quand il dit ça, il est en train de préparer ça. Quand il dit ça, c'est une référence à ce qui se passe dans tel tome. Quand il dit ça, c'est parce que tel personnage, à un moment donné, il va faire ça. On spoil la balle, mais on théorise, on fait de la méta. Mon exemple favori pour expliquer le narrateur externe omniscient, comme le fait Stephen King, il ouvrait la porte, malheureusement. Ouais. Il y a un live Twitch Carnet Noir la semaine prochaine. Oui, il y a un live Twitch Carnet Noir la semaine prochaine. Alors attends, si je ressors... on enregistre jeudi 9. C'est sur la chaîne de Podcut, en l'occurrence. Podcut_label. Bonjour, Dimi Paulette. Et oui, on enchaîne avec Carnet Noir et fin de ronde. L'Outsider, ensuite, peut-être, ça dépend. Peut-être qu'on aura envie de lire aussi autre chose ou des trucs plus courts, parce que c'est déjà 3 bons bouquins quand même. Ah merci, c'était trop bien ce premier épisode de la 19e Palabre. On enregistre le deuxième épisode de la 19e Palabre mardi. On fait pas encore de live avec la 19e Palabre parce qu'on je pense c'est pas qu'on cherche le format, mais on a envie d'être complètement à l'aise. Et je pense que c'est aussi plus fluide quand on fait des théories et qu'on réfléchit en même temps, de pas avoir de chat, mais on prévoit de faire des lives. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un live une fois qu'on aura fini le Pistolero, donc c'est-à-dire après l'épisode 5, un truc avec vous où on parlera de théorie. J'ai un gros king sur la 19e Palabre, j'avoue. Écoute, nous, si on fait la 19e Palabre, c'est parce qu'on a un gros king sur la Tour Sombre. Donc on est ravis de ce cercle infini de king. Ouais, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Et toi, là, j'ai passé un bout de ma nuit à potasser... je les ai là, en plus, hein, c'est facile, parce que je travaillais à mon bureau. Ces trucs-là, plus d'autres, que je vous montre, qui sont des guides de lecture. C'est pas les concordances, c'est Bev Vincent qui a fait ça. C'est en anglais, où en fait il résume et il réexplique des concepts de la Tour Sombre, soit des choses qu'on a loupées, ou où il y a quelques références de choses qui se passent plus tard que moi j'avais oublié, que j'ai retrouvé grâce à ces bouquins-là. Donc je pensais pas replonger autant Stephen King. Bah oui. Oui, il y a le classico Stephen King. Donc voilà, donc la 19e Palabre, le premier épisode est sorti au mois de janvier. On en reparlera dans l'épisode 2 qui sortira le 19 février parce que quand on a un King, la tour, et qu'on est des gros nerds, tout tourne autour de 19. C'est évident. C'est évident. Et de quoi je ne vous ai pas parlé encore. Dernier sujet, je vais peut-être le retrouver sur Twitter du coup. J'ai toujours un peu une rubrique nécrologique. Alors attendez, parce que je suis en train de me compliquer la tâche. J'ai toujours une rubrique nécrologique. C'est fou, en fait, vu que King est adapté depuis archi longtemps, il y a des acteurs qui ont tourné dans ces adaptations. Ah, bon, voilà. Ça, c'est moi cette nuit, à 1h30 du matin, qui me dit, en me démaquillant, mais du coup, à tel moment, c'est telle personne. Et en fait, j'ai chez moi une maxi timeline de la Tour Sombre que je vous montrerai pas en détail parce qu'elle spoil à balle le cycle, tout ce qui se passe. Et du coup, moi, à 1h30 du matin, en train de regarder le truc qui est affiché dans mon salon et de voir si j'ai juste ou pas dans ce que je me suis dit. Voilà, écoutez, hein. Et donc la rubrique nécrologique se disait oui, vu que King, ça fait 40 ans qu'il a des films, bah forcément il y a les personnes qui avaient tourné dans ses premières adaptations qui commencent à décéder. Et donc le 26 janvier, on a appris le décès de Lance Kerwin, qui a joué Marc Petrie dans l'adaptation de Salem, qui date de 1979, en effet. Bah oui, plus de 40 ans, 45 ans. 44 ans. 44 ans. Moi, j'ai fini. Parce qu'il n'y a pas de partie agenda, parce qu'en fait, si on regarde l'agenda, en février... Alors, en général, quand je parle de l'agenda, je parle de ce qui arrive et pas de ce qui vient de se passer.
en février, ce qu'on avait, bon là, forcément, aujourd'hui, le live Twitch. Je vais pas vous dire qu'aujourd'hui, il y a un live Twitch. En février, on avait la sortie de Après, en livre de poche. D'ailleurs, il y a toujours un concours. Si vous regardez sur YouTube, le concours, il se termine aujourd'hui, genre à 15h, donc let's go. Donc là, on est dimanche, il se termine demain à 15h pour les personnes qui sont en live avec moi sur Twitch. Il y a un concours qui est sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Il y a 5 exemplaires à gagner. Voilà, je vous montre la page du concours. Elle est ici, donc, grâce au livre de poche qui, depuis 10 ans, me permet de vous faire gagner des livres. Et ensuite, j'étais sur l'agenda, il est là. Et après, là, en février, il ne se passe plus rien. Donc, on a en mars la parution de Nécro chez Albin Michel dans la collection Wiz. Et on va aller vérifier ensemble si on a ou pas une couverture. Mais normalement, non, on n'a même pas. Si la précommande elle est ouverte sur la Fnac. Et on découvre ensemble, j'adore. Après, j'aime les têtes de mort. On découvre ensemble la couverture de Nécro. Donc, Albin Michel, collection Wiz, c'est leur collection pour ados. Voilà, alors qu'ils appellent jeunesse parce que c'est chez Albin Michel jeunesse, mais en fait, c'est plutôt pour ados. Nécro est archi cool, très peu connu, et c'est chouette parce que du coup, ça met en avant des histoires moins connues. En fait, en termes d'agenda, on a ça. Après, le reste, c'est beaucoup trop loin. Là, on est déjà au 1er mars. Et après, 3 mars, Les Enfants du Maïs au cinéma, hein, la 12e occurrence. 21 mars en streaming. On ne sait pas quand ça débarque en français. Et après, on arrive en avril avec, je vous le disais tout à l'heure, la parution de Contes de fées en français et du tome 5 du Fléau en comique chez Delcourt. Voilà, c'est le 5/6, donc ça va se terminer cette année. C'est tout pour moi sur l'actu de King en janvier. Je fais une pause de 4 minutes, juste le temps de faire un refill d'eau chaude. Les Enfants du Maïs, tout un poème, ces adaptations. Oh non mais, n'en parlons même pas. Je fais une pause vraiment de 3 minutes, le temps de faire un refill d'eau chaude, et après on part sur Alan Wake, qui j'espère qu'on va terminer, parce que je n'en peux plus de passer mon temps. Alors c'est bien, hein, mais en fait on fait tout le temps la même chose, on est tout le temps en train de tirer sur des ombres dans les bois, et de fuir dans les bois. Donc normalement on termine. Si vous avez des questions sur le reste de l'actu de King, on peut continuer à en parler pendant que je joue, hein, comme ça évitera de trop me focus sur un truc qui en plus me stresse. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et voilà, je vous dis à dans 3 minutes.